c'est la deuxième partie de notre podcast sur nos expériences à l'école en tant que personne autiste non diagnostiquée à l'époque. Dans la première partie, on a parlé de nos difficultés en communication et en gestion des conflits avec nos pairs et les enseignants, puis de la vie de classe. Dans cette partie, on va se concentrer sur le côté rigide de l'enseignement, sur nos résultats scolaires et les travaux de groupe, puis sur l'impact de notre autisme à l'adolescence. Pour vous, les devoirs à la maison, ça se passait comment ? Des larmes. Se faire hurler dessus à la table de la cuisine parce que « Mais ça fait pas 6, putain !» Les putains de cartes de livret. Qui n'a pas eu ces cartes de livret ? Ma mère, elle en avait acheté des supplémentaires. Ah, ma mère aussi. Voilà. Et genre, il y avait même des petites additions, genre jusqu'à, je sais pas, 20, un truc comme ça. Et vraiment, c'était un enfer. Un enfer parce que genre, il faut les faire. Et que toi, tu lisais pas tout de suite. Enfin, des trucs comme ça. Et ça, c'est un peu plus tard, mais le vocabulaire aussi. Apprendre tout ce qu'il faut apprendre par cœur, en fait. C'était assez difficile, pas parce que genre, je mémorise assez vite, mais juste parce qu'il y a un peu le... Genre, je sais pas, ma mère, elle avait 3 enfants, il fallait les 3 faire des devoirs. Et que du coup, il faut aller vite, il faut savoir tes trucs maintenant. Et qu'elle a décidé qu'il y avait 1 heure de devoirs, pas plus. Et genre, c'était un peu difficile. Et aussi tout ce qui est de genre, des exercices qu'on t'a donnés, que le prof a expliqué en fin de leçon, mais il a pas trop donné les infos et tu sais pas dans quel cahier tu dois copier parce qu'il y a un cahier de maison, un cahier de rédaction et un cahier violet et tu sais pas dans quel truc faut copier. Bref. Alors, nous, on recevait des feuilles de consignes pour les devoirs. Et moi, je comprenais pas les consignes, en fait. J'ai un exemple, ça s'est passé en classe, mais c'est un exemple tout bête de... En fait, si t'avais rajouté quelques mots à ta consigne, je suis désolée, c'est pas moi le problème, les consignes, elles étaient pas bien écrites. Et une fois, alors ça s'est passé en classe, justement, mais on avait une feuille où la consigne, c'était... Alors, on avait 6 cases sur la feuille avec des dessins qui avaient 2 éléments, un qui était au-dessus, un qui était au-dessous. Et la consigne, c'était colorier l'objet du dessus, un truc comme ça. Alors oui, aujourd'hui, ça paraît plutôt clair. La moitié de la classe colorier les cases du haut. A colorié les cases du haut. Et en fait, s'ils avaient écrit dans chaque case colorie l'objet qui est au-dessus de l'autre, il n'y aurait eu aucune confusion. Et en fait, c'est juste ce truc de... Enfin, ça, c'est l'exemple dont je me rappelle parce que vraiment, la moitié de la classe a galéré et on s'est fait engueuler. La maîtresse ne s'est pas dit, tiens, cette consigne est nulle. J'aurais dû leur expliquer. Je trouve ça aussi pertinent de relever qu'on n'a pas osé aller demander. La moitié de la classe, je me rappelle qu'on s'est demandé parmi, qu'on a... Mais toi, t'as fait quoi ? Et puis, enfin, genre, c'était vraiment le stress, genre, qu'est-ce qu'on doit faire ? Personne n'a osé demander. Je trouve ça assez révélateur aussi. Après, on s'est fait engueuler. Je suis pas sûre de pourquoi. On avait 6 ans, on n'avait pas colorié le bon truc. C'était pas la fin des haricots, mais merci Christiane. Surtout, c'était pas particulièrement faux vis-à-vis de la donnée. Hein. Oui, enfin voilà. Et du coup, je sais que les devoirs, on recevait les feuilles de consignes. Il y avait justement ce truc de je sais pas dans quel cahier il faut faire. Et puis, c'était pas très clair, c'est pas précisé. Puis, si tu fais faux, ça paraissait la fin du monde. Et moi, je sais que ma mère, elle m'engueulait parce que j'étais débile, parce que j'avais pas compris la consigne. Puis après, elle lisait la consigne, puis ça veut rien dire. Bon, c'est pas clair. Mais voilà. Et puis, genre, elle voulait pas trop admettre qu'elle avait pas compris non plus, mais elle avait pas compris non plus. Puis je sais que des fois, elle les a fait lire à ma grand-mère aussi, qui était en... c'est pas très clair. Et puis personne comprenait rien. Du coup, je sais, bon, toute ma famille est autiste, ça aide pas. Mais du coup, ouais, les consignes étaient pas claires et ça faisait un stress pas possible. Et bon, en l'occurrence, chez moi, il y avait énormément d'attentes sur les résultats scolaires et le truc des livrets, gros traumatisme, parce que si t'as une demi-seconde pour répondre, sinon t'es le dernier des cons et tu te fais insulter toute ta lignée. Pour moi, les devoirs, c'est vraiment ce souvenir traumatisant aussi de se faire hurler dessus et juste bloquer. Tu sais, tu frises. Juste, on te crie dessus et du coup t'arrêtes. T'as le réflexe de fuite ou... T'es juste là à la table en mode je sais pas, et puis tu te sens débile et puis il y a personne qui t'explique une fois de plus, genre je comprends pas trop la réaction de la colère quand un enfant comprend pas. Je comprends que ce soit frustrant. Quand t'es adulte et que tu fais des additions jusqu'à 10 et que ton gosse il fait 5 fois faux, je comprends que t'aies envie de le tarter, mais à un moment tu prends sur toi. Bah t'as fait un gosse, au bout d'un moment tu peux pas le traiter comme un... Et du coup les attentes qui sont là, c'est pas possible. Et moi j'ai aussi ce souvenir de ma mère qui part chercher un truc en voiture, puis elle te hurle dessus, puis elle te dit quand je reviens ça c'est fait. Et toi t'es à ton bureau en mode j'arrive pas. Et genre t'arrives pas et t'es en bout de ta vie et tu te dis c'est bon, elle va me tuer en rentrant. Et tu peux rien faire parce que tu comprends pas. T'as pas compris. Ou genre tu apprends cette poésie par cœur, quand je reviens c'est par cœur, tu connais. Maintenant que je suis bien stressée, maintenant que je suis bien au bout de ma vie, je vais rien apprendre du tout. Et du coup, pour moi, c'était vraiment genre du stress
de l'état de genre freeze parce que je sais pas où me mettre et puis angoisse et chialer. Ouais. Et surtout que genre, si t'es dans une famille qui a plusieurs enfants, si c'est pas sur toi que ça crie, c'est sur quelqu'un d'autre de la cuisine. Enfin, et la tension est la même parce que tu sais que c'est toi le prochain. C'est ça, là, genre, ça change rien dans tous les cas, voilà. Je sais pas. Non, moi ça va, j'ai pas été. Moi, mon cauchemar c'était les poésies en vrai, je pense. Pas parce que j'avais pas la mémoire, je pense, parce que je pouvais réciter tous les Harry Potter par cœur, genre sans aucun souci. Je pouvais réciter Shrek aussi. Des références culturelles de qualité. Et non, ouais, les poésies, je bloquais dessus et ça me faisait pleurer et tout aussi. Et le pire que j'ai eu une fois, c'était est-ce que vous connaissez le principe d'autodictée ? Je crois, ouais, ça me dit un truc. Ben moi je connaissais pas. Et le prof il avait dit autodictée, voici le texte et puis demain dictée sur ça. J'étais content, une dictée, j'ai pas besoin de réviser de toute façon, a priori je les connais pas, j'y arrive par cœur les dictées. Donc j'ai même pas regardé le texte, de toute façon les dictées c'est 20 sur 20, c'est simple, c'est comme ça. Ouais, autodictée, le principe c'est que t'apprends le texte à l'avance et tu le recraches le lendemain. Mais ça sert à quoi ? Mais pardon, mais c'est un peu hardcore, non ? Enfin je suppose que le texte était facile et pas très long, mais... Il était pas facile mais il était pas très long. Mais ça sert à quoi ? Si du coup, on teste pas ton orthographe et ta grammaire, si de toute façon. Bah on teste les deux. En fait, c'est encore plus dur. Du coup, on teste ta mémoire, ton orthographe, ta grammaire, genre tout quoi. Bref, c'était la note que j'ai ratée durant toute ma primaire, c'était ça. Quand j'ai compris et que on était plusieurs à pas avoir compris parce qu'on n'avait jamais entendu parler de principe d'autodictée. Hein. Je rappelle qu'on avait genre 7 ans. Il y a un super truc que tu peux faire avant de donner du travail à des enfants, c'est leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Mais ça se trouve, j'ai pas écouté, tu vois, mais j'étais pas le seul, donc voilà. Je sais pas. C'est parce que le truc, c'est que moi, tu dis dicter, ok, j'ai pas la pression, j'arrête de t'écouter potentiellement, c'est possiblement ce qui. Non, mais. C'est possiblement ce qui est arrivé, tu vois, je me connais, je sais comment je suis, je sais que c'est difficile de garder mon attention des fois, donc... Qui aurait pu savoir que tu avais des troubles de l'attention ? Qui aurait pu savoir ? Alors, mais du coup... mais donc c'est possible, mais je sais que j'étais pas le seul, donc on était au moins plusieurs à pas avoir compris que c'était ça, et oh putain, ce que j'ai pris. J'étais très triste. Mais heureusement, j'avais réussi à faire annuler la note. Comment ? Il a chialé. Ah oui, j'ai pleuré très fort. Oh, ça marchait. J'ai pleuré très très fort. Ça a jamais marché. Non, moi je pleurais tout le temps quand j'étais petit. Ouais, mais en fait, je crois que justement, le fait qu'on ait tous mentionné qu'on chialait pendant 3 heures à la table à la cuisine devant nos problèmes de maths, genre, en fait, c'est pas censé être traumatisant d'apprendre des trucs de base. Bah non. La pédagogie est mauvaise, hein. Oui, non, mais chez les profs et chez les parents. Ah oui. La patience des parents est tout à fait relative. Oui. Et bref, là, on a un petit peu parlé des consignes qui étaient jamais claires. Je sais pas si c'était nous le problème ou... En fait, j'ai l'impression 50-50. Ouais. Nous, on galérait particulièrement, mais j'ai l'impression que les consignes, elles étaient mal foutues. Voilà, genre si... En fait, une consigne d'un exercice quand t'as 7 ans, elle est censée être claire, je suis désolée. C'est pas difficile de faire un truc pragmatique, clair, qui contient toutes les informations, qui ne laisse pas trop de place à l'interprétation. C'est un exercice pour enfants de 7 ans, il s'agit d'un coloriage. Je pense que c'est censé être faisable. C'est à ta portée de faire une consigne compréhensible pour ça. Bref, pardon. Mais ouais, là, du coup, on a un peu parlé des consignes. Mais Ellie, avant, tu parlais de la manière d'arriver au résultat. Et ça, je pense que c'est aussi un gros truc. Enfin, le côté un peu industriel de l'école. Le fait qu'il faut atteindre tel objectif évalué dans tel barème à 7 horaires avec 7 limites de temps. Et sinon, c'est un échec. Alors, peut-être qu'en fait, tu connais tous les noms des dinosaures et juste t'es un peu nul en table de multiplication. Mais non, c'est un échec parce qu'il fallait atteindre cet objectif à ce moment-là. Et en fait, il n'y a aucune ouverture à explorer ta propre curiosité, tes propres intérêts. Enfin, quand t'es tout petit, un petit peu, mais pas tellement. Et ouais, c'est ultra strict. Genre, justement, tu arrives à un résultat qui est correct. Mettons dans un problème de maths, mathématiquement correct avec une méthode qui marche. Ça leur va quand même pas parce que non, dans le programme, on a appris comme ça, donc il faut faire comme ça. Oh, et après, c'est nous qui sommes rigides. Genre, oui, les autistes, ils sont rigides. Mon résultat est juste. Oui. Mon résultat est juste, je suis désolée. Oui, moi, je trouve que un des trucs aussi les plus marquants pour ça, c'était genre les grilles de rédaction en français, où genre, à l'élève, on lui donne la grille de tout ce qu'il doit contrôler après. Tu sais, on te dit, tu dois contrôler les accords, sujet, verbe, complément, je sais pas quoi, adjectif, sujet. Personne fait ça, mais bon, voilà. Et après, t'as la grille qui évalue, qui te met 3 points d'orthographe, 3 points de syntaxe, 3 points de, je sais plus, grammaire. Et peut-être qu'il y a 1 ou 2 points sur la cohérence globale, et après 2 points sur le fait que ton propos est bien. Si la rédaction, c'est un texte argumentatif, peut-être qu'il faudrait que la majorité des points, ils soient sur comment t'as fait ton argumentation. Et pas genre sur le fait que t'as bien accordé sujet, verbe, complément. Non.
Mais non, et du coup, genre, tu peux faire un super texte argumentatif. Et genre, tout le monde reconnaît que c'est un super texte argumentatif. Le prof reconnaît que c'est un super texte argumentatif. Mais à la rédaction, tu auras à peine la moyenne, parce que tu n'as pas fait le lien sur le fait que c'est un texte argumentatif, mais en fait, on ne teste pas sur l'argumentation. Alors pourquoi ça s'appelle un test de texte argumentatif ? Bonne question. La pensée littérale, messieurs, dames. Je ne sais pas. Excusez-moi. C'est tellement rigide. Enfin, moi, ça, je l'ai vu en faisant des remplacements. On doit leur faire noter... C'est des enfantines. Hein. Mmh. Ils ont maximum 6 ans. Mmh. Et tu dois leur faire noter les activités de la semaine dans leur agenda. Donc, tu as, à peu de choses près, mardi, piscine, jeudi, gym, vendredi, ramener livres. Mmh. Hein, ça s'arrête à peu près là. À ce stade, ce que tu essaies de leur apprendre, c'est écrire les jours de la semaine juste et recopier. Même les premières enfantines, tu leur écris au crayon doucement et ils repassent dessus. Ils sont vraiment au stade où ils doivent juste apprendre à écrire la base des bases, mais genre même tenir le crayon à ce stade. Et moi, j'ai été dans une classe où j'étais pas toute seule, il y avait une aide à l'intégration qui était là parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient des... on va dire, profils particuliers, divers et variés. Elle a pété un câble. Alors déjà, c'était moi, la prof, donc je sais pas pourquoi elle s'est pris la tête, genre calme-toi Marion, c'est moi qui parle, là. C'est pas ta classe, calme-toi. Mais elle a commencé à leur gueuler dessus parce qu'il y en a 3 ou 4 qui étaient un peu plus en retard. Sauf qu'en fait, au lieu de leur hurler dessus, tu les aides. C'est pas le but de faire pour eux, mais si tu leur tiens un petit peu la main et que tu les aides à avoir un peu de stabilité, ils font... Et en fait, en 5 minutes, c'est fait. Mais non, une fois de plus, tu t'énerves, tu cries, et il y a ce truc, en fait, ils ont 5 ans. On s'en fout s'ils jouent 10 minutes de moins que les autres pour finir d'écrire mardi, piscine. Mais alors moi, j'ai été comme aide à l'intégration dans une classe, aussi parce qu'ils avaient des élèves qui étaient plus... Donc en enfantine, et je m'occupais d'un groupe de 2-3 deuxième enfantine, et où... Parce qu'ils avaient des difficultés. En fait, non. Enfin, oui, parce qu'ils allaient plus lentement. Et vraiment, en fait, le problème, ils étaient tout à fait capables, très très intelligents, probablement tout autant que les autres. Et le problème, c'est qu'il fallait prendre 30 secondes pour tourner la consigne différemment pour qu'ils captent ce qu'on leur disait. Prendre le temps de leur dire, tu peux finir d'écrire tranquillement, je vais pas commencer l'activité suivante tant que t'as pas terminé, écris ton mot tranquillement. Et genre, lui faire sauter 3 fois sur place avant de commencer pour pas qu'il fasse sauter sa chaise. Enfin, vraiment, c'était des adaptations qui demandaient très peu de travail, mais que la maîtresse de classe, alors, faisait pas, et aussi parce qu'elle avait 25 autres élèves à se gérer et qu'elle avait pas le temps, qu'elle était pas apte à le faire, mais qui étaient pas si... Enfin, c'était des élèves très capables, et je pense que dans la suite de la scolarité, ils ont quand même toujours une aide à l'intégration. Et l'aide à l'intégration, tu l'as déjà dit, elle aide pas à l'intégration. Elle renforce la distance avec les autres, et vraiment, c'est un peu triste. Mais le fait que, genre, la réaction au fait que tu fasses un peu différemment, que tu sois un peu plus lent sur telle ou telle chose, ça soit qu'on te mette à part, on te crie dessus, et sur un malentendu, on te donne un adulte pour être ta référence, qui va lui aussi t'engueuler pour que tu ailles plus vite parce qu'il ne sait pas quoi faire autrement, c'est vraiment nul. Et du coup, ça fait que ta réaction en toi-même de « Oh mon Dieu, je fais pas comme les autres », c'est une réaction négative. Alors qu'en soi, tu fais différemment, c'est pas grave. Ça me fait penser à... C'était sur la même journée où les enfants se sont fait crier dessus parce qu'ils écrivaient pas assez vite dans leur agenda. L'après-midi, elle était plus là, c'était dans l'intégration. Et on avait un cours de gym, donc je rappelle, ils avaient 6 ans, hein. Et la consigne, c'était de leur faire une belle assise américaine, du genre. Et j'ai un des petits qui avait des... Il n'était pas autiste, mais c'est un enfant qui est en foyer et qui avait des, entre guillemets, problèmes de comportement. Et qui était... il avait besoin d'une attention un peu particulière à cause de ça. Il fallait un petit peu plus le gérer. Et j'aimerais préciser que c'était un amour. C'était un petit sucre. Alors oui, il avait des problèmes de gestion des émotions, mais vraiment adorable. Et ce petit, qui était très très gentil, m'a demandé « Est-ce que je peux faire du basket ?» Réaction immédiate, non, on fait une balle assise. Et je me suis posée 3 secondes avec moi-même en me disant « Pourquoi non ?» On est en cours de sport, il a l'intention de faire du sport, il va se dépenser, il va courir. Qu'est-ce que ça peut me foutre s'il fait pas la balle assise ? Du coup, je lui ai dit « Bon, tu peux revenir. On va faire la balle assise dans la moitié de la classe. Tu peux pas le laisser faire que lui du basket. Du coup, j'ai dit « Qui veut faire du basket ?»
Très bien. Alors, vous pouvez aller chercher des balles, vous pouvez faire des paniers dans ce panier. Chacun votre tour. Attention, le premier qui crie, le premier qui se jette violemment sur l'autre, le premier qui chiale, je vous encastre tous. Je l'ai pas dit comme ça. Mais tu leur donnes des consignes très claires. Au premier débordement, vous venez jouer avec nous et je veux plus rien entendre. Et du coup, la moitié de la classe est allée faire du basket, ça s'est super bien passé, ils se gèrent très bien, parce que quand tu leur apprends des petits à se gérer, en fait, ils le font. Et en fait, je me suis demandé pourquoi cette réaction immédiate de « non, j'ai décidé qu'on faisait ça, donc on fait ça ». On s'en fout, c'est du sport. C'est un cours de sport, ils vont faire du sport, ils vont se dépenser, ils vont jouer ensemble, ils vont devoir apprendre à faire chacun leur tour le panier sans se hurler dessus. C'est très bien pour eux, et ça s'est giga bien passé. C'est encore mieux, même, je dirais. C'est encore mieux, ils ont parce qu'il y le a choix, beaucoup de choses, ils s'autonomisent, on dit ça comme ça. Ouais, bah, ils se gèrent tout seuls, ils apprennent le respect, ils apprennent la patience, enfin, let's go. Souvent, c'est moyennement cohérent, enfin, il y a des choses un peu adaptées, et quand t'es tout seul en classe, ça se passe bien, et après, t'as quelqu'un en classe pour X ou Y raison, qui va du coup prendre ta place de professeur et ton autorité, c'est insupportable. Insupportable. Je pense que ça se veut bienveillant, genre je pense qu'elles se disent « Ah non, la pauvre petite jeune qui connaît pas le fonctionnement de la classe, du coup je vais un peu prendre le dessus ». Les aides à l'intégration qui viennent, genre faire du coup l'autorité dans la classe, qui engueule des élèves que tu n'as pas engueulés parce que pour toi, ils ne dérangent pas. Ouais. Genre, si il y a un groupe de 2 qui chuchote pendant l'exercice de maths, moi, tant que genre, c'est pas plus que ça me dérange pas autant qu'elle chuchote. Plutôt que genre... que t'aies une aide à l'intégration qui viennent les engueuler, t'es là genre, c'est moi c'est moi qui décide. Bah, je vais raconter une anecdote que j'avais racontée dans l'autre podcast sur le rôle des adultes dans le harcèlement scolaire, parce que là, en l'occurrence, elle me paraît pertinente. C'était la petite fille qui était autiste et qui avait une aide à l'intégration et qui faisait... Je racontais une histoire et elle se comportait pas exactement comme les autres. Et en fait, elle ne dérangeait pas, elle ne faisait pas de bruit, juste elle bougeait un petit peu, ou elle regardait ailleurs, ou des choses comme ça. Et son aide à l'intégration, qui arrête pas de la reprendre et de l'engueuler, et juste moi qui suis là, mais en fait, pourquoi ? Arrête d'essayer de la faire se comporter comme les autres, elle dérange personne. Ça ne dérange pas qu'elle fasse différemment. Si en fait, elle était en train de crier et de se rouler en boule et que ça m'empêchait de raconter l'histoire aux autres, je comprends que tu sois... Alors écoute, on va peut-être aller, si t'as besoin de dépenser de l'énergie, on va peut-être aller faire quelque chose d'autre qui te permet de... Voilà. Mais... Là, en l'occurrence, pourquoi tu veux absolument qu'elle fasse comme les autres ? On s'en fout, ça dérange pas. Mais on est tellement dans ce truc de il faut faire telle chose de telle manière, les objectifs, et puis c'est du formatage en fait. Mais c'est hyper industriel. Et genre, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des enfants du coup autisme ou même trisomiques qui genre, en fait, ils sont tout à fait capables de faire. Il faut juste aller un peu différemment dans l'approche. Et genre, vraiment, j'ai déjà dû animer un atelier avec un professeur d'université, donc théoriquement, l'élite de l'enseignement. LOL. Bah donc, comme on dit, qui genre, devant un gosse du coup de 6 ans, qui tient son serpent plastique qui lui sert visiblement de steam toy pour ne pas paniquer du fait qu'il est à l'université, bref, voilà. Pour faire du coup, à la base des fouilles archéologiques, bref, dans un carré de terre. Il va en gros creuser pour trouver des pièces, bref. Lui demande... vraiment de manière très très agressive de ranger le serpent. Et vraiment t'es là, mais pourquoi ? Il peut pas garder le serpent dans une main, genre ça ne change rien. Et vraiment pour le prof c'était genre difficile que l'enfant garde son serpent à jouer avec le serpent pendant que le prof parle. Et t'es là genre mais... Ils ont décidé que le respect tenait à des choses qui n'ont aucun sens. Exactement. Ils trouvent ça irrespectueux que tu joues avec quelque chose pendant qu'il te parle, mais en fait si ça l'aide à écouter, c'est ça. Ça ne te dérange pas, c'est pas un serpent qui fait du bruit, c'était pas un maracas. Non. C'est un petit serpent. Mais c'est pareil que si tu dessines en cours et que genre tu écoutes, on va te dire tu écoutes pas. Si, je suis activement en train de dessiner pour t'écouter en fait. C'était ça que j'ai cherché, que je voulais dire. Voilà. La phrase maintenant vous posez les crayons, vous m'écoutez. Non, je pose pas mon crayon. En fait, si tu me fais poser mon crayon, je fais une crise d'angoisse. J'abuse. Mais genre en fait, je vais pas écrire. En fait, si tu me dis vous n'écrivez pas, vous écoutez ce que je vous dis, je suis assez grande pour écouter ce que tu dis. Et le fait que je joue un peu avec mon crayon de manière silencieuse, ça dérange qui ? Personne. T'sais, on a juste décidé que les enfants devaient tout faire d'une certaine façon quand on a décidé, et ça n'a pas de sens. Non, ça n'a aucun sens. Mais même pendant les présentations orales, moi j'ai généralement tendance à avoir, à l'époque déjà, dans mes premiers exposés, à tenir un stylo ou un crayon. Parce qu'il faut que je tienne quelque chose, sinon je tombe dans les pommes et je m'évanouis d'angoisse. Et vraiment, j'ai des profs qui m'ont demandé parce que j'ai besoin de savoir quoi faire avec mes mains. Et j'ai des profs qui m'ont demandé de rien tenir dans mes mains. Et vraiment, ça a été difficile. Genre, difficile. Mais surtout, ça sert à rien. Ça me sert à rien. Genre, mon stylo, je le tiens. À la limite, je le fais tourner 1 ou 2 fois. Et
si c'est plus tard et que t'as un rétroprojecteur ou un beamer, parce que maintenant c'est des beamers, tu peux montrer des trucs au tableau avec. Genre vraiment, il ne dérange personne. Juste, il est là. Mais surtout, en fait, en artificiellement retirant le truc qu'ils ont l'impression qu'il est une distraction, ils vont te... En fait, ça ne va pas empêcher le comportement. Tu vas continuer à avoir ce comportement de stress. Je veux faire pareil avec mes mains. Le risque, c'est juste que tu t'arraches les ongles et que tu te mettes les mains en sang. Donc, laisser avoir le crayon, c'est genre vraiment productif, en fait. Oui, et vraiment, ça veut dire qu'il y a plein d'exposés à l'école où j'ai juste dû passer mon temps à avoir une main à peu près normale, l'autre dans la poche arrière de mon pantalon pour me tenir au bord du tissu, parce que sinon je tombe. Et genre, du coup, ne pas être confortable, ne pas être à l'aise. En plus du fait que c'est une présentation orale et que t'es pas à l'aise, et que, bon, tout ce qui ne va pas avec les présentations orales, genre le fait qu'on te dise pendant la présentation orale, pour faire une bonne présentation orale, tu dois être debout, c'est vite long, enfin, bon, voilà. Tu dois être debout, tu dois parler fort, clairement, ils ont qu'à écouter, je parle comme je peux, enfin, au bout d'un moment, voilà. T'as pas le droit de commencer ta présentation par donc. Bah d'accord. C'est quoi cette règle de merde? Pardon. Et genre, t'as pas le droit de tenir un truc ou de bouger tes mains. Vous avez décidé ça quand? Enfin, pour quelle raison? Ça dérange qui? Ouais. Surtout, en plus, si c'est un peu actif, la présentation, les gens, ils vont plus écouter, je pense. Si t'es là, statique, devant la classe, à raconter ton truc d'une voix monocorde, les gens, ils vont moins écouter que si tu bouges un peu, que tu parles avec... Enfin, que tu me... Oui, c'est comme faire... moi, j'ai tendance à... Enfin, surtout à l'école, quand on avait encore les panneaux d'exposés, c'était des feuilles genre A2 où tu colles des images, à bouger autour du panneau pour montrer. Du coup, tu fais 2 pas à gauche, 2 pas à droite, et il y a des profs qui te demandent de rester sur place. Comment ça? Mais pourquoi? C'est ça n'a aucun sens. Les règles sont arbitraires. Oui. Ça n'a aucun sens, ça n'aide personne. Ils ont juste décidé, on fait comme ça. Et genre, le pire, c'est que genre, la règle, elle est arbitraire et stupide, mais genre, si tu vois bien que l'élève statique, il est pas à l'aise, et il fait moins bien que quand il peut faire ses 2 pas à gauche, 2 pas à droite. Est-ce que ton travail d'enseignant, c'est pas juste de lui apprendre à faire 2 pas à gauche, 2 pas à droite, de manière à ce que ça dérange pas? Si, pour X raison, c'est un problème. Il ne faudrait surtout pas s'adapter au profil différent. Non, genre ça serait vraiment dramatique. Voilà. Parfait. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Sinon, ils avaient quelle tête, vos résultats scolaires? Oui, ils étaient très, très, très mauvais. La tête de mes présences en cours, c'est-à-dire pas vraiment... Pardon, c'est mon doigt de pied qui craque, je suis désolée. Ça veut dire pas vraiment... très très bon, hein, parce que le temps que je passais en cours, j'angoissais, du coup j'écoutais pas énormément, ou alors je dessinais pour éviter de me mettre à pleurer littéralement, et les temps que j'étais pas en cours, j'étais à la maison en train d'angoisser, du coup j'avais pas trop le temps, ni la force, ni la présence d'esprit de réviser, et j'étais un peu habituée, quoi. Si j'avais un petit 3,5, ça pouvait être pas mal, quoi, tu vois. Alors, moi c'était quand même des bons résultats. Jusqu'à la fin de l'école dans toutes les matières, enfin même au gymnase, mais jusqu'à la fin de l'école dans toutes les matières, sans distinction entre ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Mais aussi parce que j'étais très très calme et que j'avais pas d'amis, j'avais rien à faire en dehors de ma vie. Enfin, je sortais pas, j'avais pas de potes, je passais mon temps à lire des livres. Enfin, je connaissais mieux la dame de la bibliothèque de mon collège que genre les gens de ma classe. Donc voilà. Oui. Moi du coup j'en ai un peu déjà parlé, mais c'était des très bons résultats jusqu'à mes 11 ans, des bons résultats qui descendaient un petit peu en restant tout à fait correct jusqu'à mes 15 ans, et après franchement médiocre pour mes années lycée. C'était genre ça dépendait vachement des matières là pour le coup, sinon ça tournait autour du 8-9 parce que je foutais rien, quoi. Mais enfin 8-9 sur 20 du coup. Puis dans certaines matières où j'avais de l'intérêt, je montais beaucoup plus à 15, mais c'était rare. Franchement, il y avait plus beaucoup de matières qui m'intéressaient à ce moment-là. Moi, c'est marrant. Quand j'étais petite, moi j'avais des très bons résultats. En fait, c'est marrant parce que je pensais que j'avais des mauvais résultats jusqu'à ce qu'en déménageant à 18 ans, je tombe sur mon bulletin de résultats et que je fasse J'étais trop fort. En fait, ça allait, hein, ça tourne entre LA et AA, donc 5-6 quoi. C'est déjà pas mal quand même. Hein. Oui, mais tu peux pas difficilement faire mieux. Ouais, mais je me suis tellement fait crier dessus que je pensais que j'étais nulle. Ouais, voilà. Ouais. Non, et après, en fait, en passant en secondaire, c'est marrant parce que c'est devenu plus séparé. Alors, les branches qui m'intéressaient, j'avais des super bonnes notes, en foutant rien. Les branches qui m'intéressaient absolument pas,
à l'école, ça allait encore. J'avais que les maths en dessous de la moyenne, mais au gymnase, j'ai fini mon gymnase avec 2 de moyenne en maths parce que j'en avais plus rien à faire tellement je comprenais rien. Tu sais, quand tu passes 6 ans à essayer de comprendre et qu'il y a personne qui t'explique d'une manière accessible et que le prof en plus il t'aime pas, bon, tu lâches prise, du coup, bref, 2 de moyenne. Ouais, à l'école, ça allait encore, mais vraiment, les branches qui m'intéressaient pas trop, c'était dur de réviser. C'est trop. Non, c'est ultra dur. Mais bref, c'était un peu pour ça aussi que je posais la question. C'était pour savoir si vous aviez, genre, comme moi, de la peine à vous mettre dans une branche dont vous en avez rien à carrer. Je pose la question un petit peu par rapport aux intérêts spécifiques, par exemple, ou. Enfin, intérêts spécifiques qui font qu'on va être à fond dans des trucs et pas du tout dans d'autres, mais aussi dans justement l'absence totale d'adaptation de l'enseignement. Genre, si je comprenais pas, quoi. Il y avait pas de. Il n'y avait pas d'explication supplémentaire particulière, il n'y avait pas de... Enfin, tu te démerdes, quoi. Bon, alors moi, la différence entre ce qui m'intéressait, personnellement, ce qui m'intéressait pas, elle était moins marquée aussi parce que, par exemple, les maths, ça m'intéresse très moyennement, mais j'avais quand même assez de facilité, du coup, voilà, ça s'est toujours bien passé, et mon ego est presque supérieur à ma volonté, donc le fait que, genre, j'ai pas compris, ça va juste déclencher un sort de truc de « je dois comprendre ». Et j'ai aussi l'espèce, surtout avec les maths, de... reward un peu de genre j'ai réussi à décoder le truc, genre c'est comme les langues anciennes ou n'importe quelle langue, genre t'es en mode j'ai compris, voilà, ce qui va avec le fait que j'aime bien capter des trucs et genre je suis en mode j'ai compris, ça marche comme ça. Je suis très comme ça aussi. Voilà. Ouais. Mais je crois que vous avez l'autisme, bon toi t'as l'autisme tout, mais vous avez l'autisme maths, compréhension, logique et tout. Ouais. La chance. Et moi je crois, le résultat de mon analyse de ma scolarité avec les maths, c'est que j'ai un cerveau. La logique des maths m'échappe. Je pense que j'ai un handicap par rapport aux maths. Je ne peux pas comprendre. Mais bref, je pense que mon cerveau n'est pas fait pour les maths. Et je pense que ça a un lien avec l'autisme. Le fait que, genre, vraiment, fondamentalement, je suis pas câblée comme ça. Ça ne marche pas. Un de mes gros problèmes, notamment plus tard au gymnase, ça a été, enfin même à l'école, les fins de dernières années, on commence à faire les analyses de texte. Pour moi, si l'auteur il marque qu'il y a des fleurs jaunes sur le pavé noir, exemple tiré de Victor Hugo, Dernier jour d'un condamné, pour moi, ça veut dire qu'il y a des fleurs jaunes sur le pavé noir. Ça veut pas dire qu'il voit un rayon de soleil dans son existence noire. Alors, je suis nulle en analyse. Ça, c'est de la pensée littérale, quoi. Oui, et vraiment, ça a été un problème pour le français. Et après, tu dois faire pareil en anglais, en allemand. Ah, je suis pas très bon pour les doubles lectures non plus. Non, je suis vraiment nulle. Et vraiment, vraiment nulle. Ça, moi, je suis plutôt forte, mais au contraire... Quand on faisait des analyses de tableaux en histoire de l'art, en fait, moi, ça me faisait rager parce que en comparant nos textes, moi, au départ, j'ai fini par apprendre comment ils voulaient qu'on fasse et du coup, ça a été, j'ai fait des bien meilleures notes après. Mais les premières, elles étaient catastrophiques parce que ça m'énervait. Je lisais nos 2 textes où toi, t'avais une bonne note et moi pas. Et je comprenais pas le problème. Mais en fait, c'est que moi, je relevais juste les points. Genre, j'allais dire, c'est de l'impressionnisme, on le voit parce que la touche est rapide et puis que machin, et la nature tumultueuse, du romantisme, et je sais pas tout quoi. Genre j'allais juste faire des bullet points en fait, et j'allais pas les contextualiser et les expliquer et pourquoi c'était pertinent, juste comme ça. Et du coup, on notait la même chose, mais d'une manière différente, et du coup, j'avais pas les points parce que je l'avais pas amené. J'avais juste fait une checklist des caractéristiques du tableau, il était en mode, ce n'est pas une analyse, et il a raison, c'est pas vraiment une analyse. Mais ouais, genre ce genre de truc, moi je comprenais pas la différence entre ce que vous aviez noté et ce que moi j'avais noté. Mais c'est assez drôle parce que moi j'ai l'impression que pendant par exemple ces tests-là, j'avais l'impression de déjà sortir des éléments de absolument tout à fait le hasard et de passer mon temps à broder autour. Et en fait ce qu'ils voulaient c'est ça, c'est qu'on brode autour pour lier les trucs entre eux et faire des liens. J'ai passé mon gymnase à broder autour de moi tout. je brodais pas et c'était ça mon problème. Oui. Juste pour ces tests-là. Moi j'ai passé mon gymnase à broder parce que je comprenais rien de toute façon. Quand c'était écrit, je comprenais pas ce qu'ils voulaient dire dessous. Quand c'était en image, j'étais en mode c'est super, l'image elle est là, oui. Par rapport aux notes aussi, je sais que j'étais assez fort en dessin, en vrai ça allait. En TM, donc tu sais les travaux manuels genre. Soit il y avait de la couture, soit il y avait... Le bois là. Le bois, ouais ça, le bois ça, putain, ça j'étais ouais, nulle. Il y avait le métal après. Ah ouais. Chaud. Moi j'ai fait la soudure et tout. Trop stylé. Je l'avais pas eu. Puis ils ont bien raison, sinon je pense que je serais mort à l'heure qu'ils seraient... J'aurais foutu le feu au bâtiment. Et par contre, l'anglais, j'adore l'anglais, et j'adore, mais pas les cours, j'adore apprendre l'anglais en dehors, que ce soit avec des films, des livres et tout, mais pas pendant les cours. Ouais, je comprends. Les cours de langue. Voilà, bon ça l'allemand on va te faire foutre. Et les maths aussi, les maths, j'adore faire des maths quand je comprends. Si je comprends pas, tu brûles ta famille. Ouais, là c'est un problème de pédagogie et d'approche quoi. Mais
Si je peux revenir sur les cours de langue, c'est aussi une dynamique particulière de genre, il y a beaucoup d'oral et on te demande de prononcer et on va t'engueuler pour des questions de prononciation alors ce qu'on devrait faire, c'est pas ça. Bref, voilà. Et genre, par exemple, pour moi, les cours de langue, c'était un enfer sur Terre. Honnêtement, les pires cours, mais jusqu'au gymnase, jusqu'à l'université. Les cours de langue, un cauchemar. Il faut parler devant les gens, on va te faire des travaux de groupe, tu dois faire des dialogues de merde en classe, tu dois jouer des pièces de théâtre dans toutes les langues. Tu dois genre faire des analyses, tu dois parler en anglais, tu dois répondre en anglais, tu dois avoir compris la question. Insupportable. Alors, c'est pas totalement relié les cours de langue, mais ça m'y fait penser. Les travaux de groupe, c'était comment pour vous ? Un enfer. Enfer sur Terre, vraiment. Le cauchemar. Ouais, c'était le même problème qu'avec les devoirs, quoi. Donc, l'abomination. Je les faisais pas beaucoup. J'étais pas trop égoïste, c'était très... Ouais, bon, là, c'est un travail de groupe, j'ai pas envie de faire une mauvaise note aux autres gens. Du coup, je le faisais pas trop. Mais dans tous les cas, c'était quand même le même problème que les devoirs. Après, c'était souvent aussi en fonction de la personne avec qui je tombais, parce que j'avais des problèmes avec les autres gens, donc c'était plus là le problème. Moi, j'ai toujours eu un problème avec les travaux de groupe, c'est qu'il y a 2 options. Soit c'est mon travail, on le fait à ma façon, je vais te dire ce que tu dois faire, soit... ça m'intéresse pas trop, tu me dis ce que je dois faire, je le ferai bien, mais il faut rien me demander. Genre, je suis nulle en collaboration, il faut dire ce qui est. Bon, je pense que j'ai fait des progrès entre-temps, mais à l'époque, vraiment, à l'école, soit c'est mon taf et tu te tais, c'est moi qui m'en occupe. Enfin, j'apprécie une participation. Hein. Oui, il n'y a pas de souci, il faut pas hésiter à faire ton taf, en fait, il n'y a pas de souci. Mais genre, soit c'est moi qui décide comment on fait, soit il faut rien me demander. Et c'était un gros problème, je pense, dans le rapport aux autres, un peu. Il n'y avait pas d'échange. Après, je pense qu'on nous a pas non plus appris à faire des travaux de groupe. Mais ouais, dans la relation à l'autre, c'était compliqué, quoi. Ouais. Soit c'est à ma façon, soit tu me dis ce que je dois faire et moi, je débranche le cerveau. Avant ça, même, j'ai l'impression que dans le travail de groupe, il faut déjà trouver le groupe. C'est-à-dire que soit le prof impose les groupes, ce qui fait que, bon, tu vas te retrouver avec quelqu'un qui est peut-être pas ton pote, mais t'as pas de pote. Donc, de toute façon, au moins, c'est fait. Mais quand le prof dit... c'est un exposé. Trouvez-vous un partenaire pour faire un groupe de 2 ou 3. On va pas se mentir, tu finis avec les gens que personne d'autre veut. Soit t'as par miracle un pote dans la classe qui lui a un autre pote et par miracle t'es sauvé, soit tu finis avec les gens que personne veut. Ouais. Mais juste t'attends que les groupes soient faits, puis de regarder qui reste. Puis tu regardes les 3 débiles qui restent et c'est toi les 3 débiles. Bah oui. Exactement. Et c'est déjà compliqué et c'est stressant et voilà. Et en plus après il faut choisir souvent le thème. Ça, putain. Choisir le thème. Déjà, il faut avoir une idée du thème. Faut que la matière soit un peu intéressante sur un malentendu. Tu t'en fiches de faire un exposé sur X ou Y, ça t'intéresse pas. Le problème, c'est que si ça t'intéresse pas, tu vas pas avoir envie d'être motivé dedans et tu vas pas avoir envie de travailler. Et c'est embêtant. Et après, il faut que tout le monde soit d'accord. Ils ont tort. Après, il y a aussi Après, il y a aussi la répartition des choses à dire. Voilà, déjà, alors ça, Coco. Mais les gens, ils font pas leur travail, ils le font en retard, et quand ils te le rendent, c'est nul et tu dois le refaire. C'est pas moi le problème, c'est eux, je vous jure. Oui. Par contre, les exposés où il y avait des notes individuelles, ça, c'était cool. C'était bien. Parce que moi, si toi, t'as bossé avec les autres pas, bah eux, ils vont se enculer. Il faut être capable de le montrer à l'oral. Il fallait le prouver à l'oral. Ouais. Ah, clairement, ouais, bah tu le prouves. J'avais une pote qui, genre, y arrivait pas du tout à l'oral. Genre, c'était la panique, la voix tremblante, et il y a des moments où ça parle pas pendant genre 30 secondes parce que... Et pourtant, elle avait fait le travail, et puis elle prenait une sale note alors que l'autre avait une note ok parce qu'il savait bien broder. Quoi. Ça, j'allais dire, sauf si tu fais une suffisamment grosse crise d'angoisse qui fait qu'on t'envoie de force chez l'infirmière et que le prof qui est incroyable te dit comment est-ce que vous voulez qu'on procède, et quand t'es en mode je veux faire ma réglée s'il vous plaît, il dit oui, et là t'as envie de lui faire un câlin, tu ne peux pas, c'est ton prof. Mais cœur sur vous et votre lignée. Ou alors le fameux prof, d'ailleurs c'est celui que j'ai insulté, mais ça c'était après. Avant, je sais plus, bref, on s'en fout. Qui savait que j'arrivais pas à parler en oral, machin. Il m'avait dit, entre 2 classes, on a 5 minutes, tu me lis ce que t'as fait, genre seulement nous 2 dehors, quand il y a personne. Ça, c'était cool. Franchement, ça, c'était cool. Comme ça, genre, je lui lis juste ce que j'ai fait, je lui montre sur ma feuille si j'arrive pas à dire quelque chose. Basta. Mais non, les travaux de groupe, un peu à cauchemar. De la préparation, Après, il faut aussi, quand t'es plus petit, il y a genre le fait de travailler l'un chez l'autre. Tu dois aller chez les gens pour travailler. Quelle horreur. Ah ouais ? C'est insupportable. Oui, parce que genre, tu dois faire des panneaux d'exposés où tu dois coller des trucs. Tu dois écrire les textes, genre vous êtes à 2 sur un ordi, il y en a un qui sait à peu près taper avec ses index et l'autre pas. Et genre sur le Mac familial. Et genre tu sais, c'est le début de Wikipédia. Quand nous on était à l'école, c'était le début de Wikipédia. Enfin, genre voilà. Wikipédia. Tout était juste. Et genre
Voilà, tu dois imprimer les textes, faire les dessins, faire le titre, et vous n'êtes pas d'accord sur qui va présenter quoi, il n'y a pas tout qui rentre sur le panneau. Enfin bref. Ça va d'orthographe, tu l'écris au stylo, c'est la catastrophe. C'est trop tard, le titre il est pas au milieu, et tu dois aller chez l'autre personne, tu dois dire bonjour à ses parents, ils te demandent si tu veux un goûter, toi t'as oublié ton prénom entre temps. Et oui, tu veux en goûter, mais t'es trop timide, donc tu dis non. On te demande si tu veux à boire, tu dis non, alors que t'es en train de mourir de soif. On te demande si tu veux un verre d'eau, tu meurs de soif, tu dis oui. Après, tu sais pas quoi faire du verre et t'as envie de te tuer, mais t'en as besoin pour avoir un truc dans les mains. Arrêtez avec les verres d'eau. Oui, voilà. Et ça, c'est que quand t'es que 2, mais après, tu peux être 3 ou 4. Ça veut dire qu'il faut s'organiser. Ça veut dire que comment tu t'organises si t'as pas de téléphone. J'avais pas de travaux de groupe quand j'étais petite. Si, moi, oui. Je savais pas. On faisait tout en classe. Hein. Non, alors, tu faisais une majorité en classe, c'est vrai quand même. Mais après, il y a la présentation. Il faut répartir. Qui va faire l'intro, qui va dire le titre, qui va parler en premier. Personne ne veut parler en premier. Personne ne veut faire la conclusion. Après, le prof va vous poser des questions. Tout le monde panique. Bref. Les travaux de groupe, c'est un enfer. Mais ça ne s'arrange pas avec le temps, c'est toujours un enfer. Ah, les branleurs de l'enfantine, ils sont encore là à l'université. Ils sont à l'université. Moi, je les vois tous les jours. Ils sont parmi nous. Hein. Mais oui, les présentations orales, en vrai, c'est aussi horrible. Enfin, genre juste d'être devant les gens, on en parlait avant par rapport au fait que tu stimes et puis que t'es stressé et tout. Mais genre, juste le fait d'être perçu par les autres, moi, je trouve ça angoissant. Et... ça, c'était peut-être particulièrement à l'adolescence, mais juste moi, je me prenais la tête comme pas possible sur comment j'étais habillée, par exemple. Alors que les gens, ils t'ont vu toute la journée, hein, ils savent comment t'es habillée. Hein. Mais genre, à l'adolescence, il y avait vraiment ce... Je pense que c'est un truc avec l'autisme. Je pense les vêtements à l'adolescence, particulièrement, c'est un gros truc, particulièrement quand t'es autiste. Genre, je sais que moi, de mon expérience, l'adolescence, c'était le moment où j'ai eu le plus d'anxiété sociale et où... En fait, t'es en train d'essayer de développer ta personnalité, sauf que depuis que t'es petit, on te fait comprendre que ta personnalité... Elle est pas bien. Non, on va pas faire ça, en fait. Et du coup, genre, t'essayes de développer ta personnalité, on te dit de partout qu'il faut développer ta personnalité, et en parallèle, pas comme ça. T'as aussi... Enfin, t'as ce côté, genre, vouloir avoir ta propre personnalité, et en même temps, je sais pas si ça, c'est juste moi, mais l'adolescence, c'était l'ère du conformisme. Il fallait tellement pas se faire remarquer. Genre, il y avait ce truc des... Il y avait pas TikTok de mon temps, mais... Il y avait musique. Oh là là. Oh ouais, oh là là. Pardon. Mais il y avait ce truc de genre... Il y avait aussi les modes, genre, je sais pas, moi, il y a eu la période, les sous-vêtements Calvin Klein. Il y a les leggings. Il fallait absolument avoir les sous-vêtements Calvin Klein, et à la gym, si t'avais pas les sous-vêtements Calvin Klein, c'était la giga honte. C'était la mode des Nike. Mais du coup, ouais, il y avait toute cette pression à comment on s'habillait, et sur des trucs méga précis, genre, il fallait avoir tel type de sous-vêtements, et puis la mode, c'était ça en ce moment, et puis, ouais, justement, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore pire avec les trends TikTok qui sont ultra fortes, mais l'avantage, c'est qu'elles passent vite, donc si t'as pas un truc, c'est pas grave, 3 semaines plus tard, c'est plus pertinent. Une semaine, hein, même. Une semaine, vraiment. On est des vieux cons. Oui. Mais du coup, ouais, les vêtements, pour moi, c'était l'enfer, parce que j'essayais absolument d'être normale, sauf que je savais pas comment être normale, mon style était douteux, c'était dégueulasse, c'était terrible, à l'aide. C'était terrible, moi aussi c'était terrible. C'était terrible. Affreux. Mais mon plan, c'était genre d'être le plus neutre possible, genre vraiment... J'avais que 3 pantalons, c'était 2 jeans, bon, c'était l'époque des jeans slim, jugez pas, 2 jeans slim noirs, un jeans slim gris, et j'avais que des pulls unis, avec une forme plutôt banale, et vraiment, mon plan, c'était d'être normal, sauf que ça n'a pas marché, vu que le plan de la population, c'était visiblement les Nike Air Max, et les Adidas, les premières, voilà, et si tu les avais pas, ça allait pas le faire. Et c'était la fin du monde, en fait, vraiment la fin du monde. Truc. Et c'est ça. Et sur genre les 3 dernières années d'école, d'abord il y a eu ces paires de chaussures là, après il y a eu, je sais plus, les Vans, des trucs comme ça. Moi, mes parents, ils n'avaient pas le budget, ce qui se tient, je veux dire, voilà. Et vraiment, je crois que j'ai combiné mes cadeaux de Noël de genre 2 années pour avoir une paire de Nike Air Max violet et gris. Je me permets de supposer que t'en avais rien à foutre. Rien du tout. Ouais. Voilà. Et je les ai eus, sauf que j'avais déjà 1 an et demi de retard. Donc, ça n'a pas eu l'effet escompté. Oh non. Donc, voilà, c'est un peu foutu de ma gueule. Voilà. Mais du coup, ça a échoué, lamentablement. Mais quand je suis arrivée au gymnase, ma pensée pour la rentrée, c'était d'être le plus normal possible. Et on se souviendra pas, parce que c'était une époque... Ah, si. Elle se souvient. Je me souviens très bien. Vraiment douteuse, mais c'était pas la gloire stylistiquement, parce que le plan, c'était d'avoir un pull uni et un pantalon uni et des lunettes bleues. Ce qui était pas très bien. Mais c'était des Ray-Ban, c'était censé être la mode, il fallait peut-être pas les prendre bleues aussi, enfin bref, bon. C'était complexe, surtout que genre, en plus de ça, il y a tous les trucs de genre, c'est l'adolescence, une fois sur deux, tu peux pas te saquer, tu détestes ton corps, tu détestes comment ça marche, tu mets un vêtement, t'es en mode, nope, je vais mettre autre chose, ça marche pas.
Donc voilà, et ça, c'est que les vêtements. Voilà, donc c'était mon but en arrivant en gymnase, c'était d'être normale et de me faire des amis. Ça a marché pendant 1 an, et après, ça a dégringolé. Après, je veux pas dire, mais t'es devenue amie avec les autres autistes. Ouais, c'est ça. Après ça a échoué, et je suis devenue amie avec d'autres autistes, et après, j'ai eu un style vestimentaire cool. Et tout s'est un peu amélioré de ce point de vue-là. Mais oui, j'ai eu des amis la première année, à peu près normaux, et après, eux et moi, on a fait genre... Ouais, non, peut-être pas, viens, on se parle plus trop. Viens, je vais traîner avec d'autres gens qui aiment bien les trucs louches. C'est moi. Voilà, c'est elle. Voilà, ça c'est moi, les autres gens qui aiment les trucs louches. Ça a duré 1 an, j'ai été normale 1 an. J'ai jamais eu autant d'amis que cette période-là. Moi, c'était tout mon collège, ouais. Moi aussi, j'avais le jean slim, et moi, j'avais les Air Max. Oh, bravo. Nice. Populaire kid. C'était fausse, mais, wow. C'était des Air Max. C'était des Air Max. Et, ouais, c'était le jean et la veste, et puis tous les jours, quoi. Genre, j'avais 3 jeans et 3 vestes, et puis ça tournait. Et du coup, voilà. Et le polo, c'était très important. C'était le polo. Ma marque de fabrique, c'était le polo. Mais c'est récemment, en fait, que je me suis un peu réapproprié mon style, disons. Où maintenant, je suis plus moi-même, je le sens. Enfin, genre, juste, je me suis laissé pousser les cheveux, je mets des casquettes, je mets des couleurs. Genre, j'adore mettre des couleurs, en fait. Et j'ai jamais fait de ma vie. Ça se voit de ouf. Ouais, alors aujourd'hui, je suis habillé en noir. Ouais. Voilà, ouais. Mais ouais, non, j'adore mettre des couleurs et c'est trop cool. Et je l'ai jamais fait de ma vie parce que, oh non, la honte. Comment on va me regarder Tout le monde s'en serait battu les couilles, c'est sûr. Oui. Tout le monde n'en avait rien à foutre. Mais voilà. Et du jour au lendemain, mais vraiment du jour au lendemain, il y a 2 ans, j'avais 22 ans déjà. J'avais 22 ans et ouais, du jour au lendemain, je me suis dit, ah bah putain, je m'y mets. Et puis... T'as fait un stock de sweats pastel et voilà, on est là maintenant. Les sweats pastel et les casquettes de toutes les couleurs. Fun. Voilà. Oui. Non, je voulais entendre Noah sur le style parce que ça a l'air intéressant, parce que maintenant il a un style très très affirmé. Du coup, dis-nous Noah, est-ce qu'à l'école obligatoire tu avais un style particulier? Je pourrais vous montrer une super petite photo après de moi qui avait un joli jean, un legging jean. Legging imprimé jean avec des ballerines. Non, pas du tout. J'avais des, vous êtes trop jeune. J'avais des Nike juste, mais des Nike. Oui, non, mais vraiment. Voilà, bref. Puis petit crop top parce que attention, il faut être comme tout le monde. J'avais les cheveux assez longs, puis que j'avais au début châtain, puis après je les avais décolorés. C'était moche, vraiment moche. On a tous fait des erreurs. Ouais. Moi j'avais les cheveux violets. Tabernacle. Et puis après, je dirais genre en vrai vers ma 10e année, j'ai redoublé la 10e. Là vraiment j'étais la giga lesbos du collège. Vraiment, il n'y avait pas plus cliché que moi. T'as tout laissé péter? Oui, tout laissé péter. Et encore, j'avais pas fait mon coming out, donc je sortais avec un gars qui avait le même style que moi à ce moment-là. Du coup, c'était assez fun. Voilà. Ensuite, je me suis coupé les cheveux. Allez, let's go. Voilà, encore plus lesbienne. D'été, pareil, l'école de transition giga lesbienne et tout. Puis après, dès que j'ai rencontré un groupe d'autistes, une personne est là actuellement présente. Bonsoir. Là, mon style a fait, nique sa mère. C'est parti, les kikis. Allez, on est en roue libre. Non, en vrai, du coup... Dès que j'ai rencontré ce groupe d'autistes, là, ça a été, tu vois. Le troupeau. Donc maintenant, si j'ai un style de petit loser des années 2000 qui écoule du My Chemical Romance et puis du Deftones, moi, c'est mon but. Très bien. Bravo. Je crois que ça c'est pas mal. Mais je crois qu'on a tous eu un peu ce truc d'essayer de se conformer de ouf à l'école. Genre, en fait, moi, j'avais cette idée, pas forcément consciente, mais genre dans ma tête, il y avait une bonne façon de s'habiller, genre c'était ça ou rien, il n'y avait pas plusieurs styles, il n'y avait pas de... Enfin, je crois que de manière générale, on montre l'adolescence comme un moment d'expérimentation et tout. Ah non, c'est faux. Ah non. Enfin, moi, plus tard, oui, mais jusqu'à l'école obligatoire, 15 saisons pour la plupart des gens, c'est tu fais le plus normal possible, le plus standard possible, tu ne bouges pas de la ligne, tu tentes pas des trucs. Et je crois que c'est tous quand on a quitté l'école... Pour Ellie et moi, c'était le gymnase, et puis toi, c'était plus l'école de transition. L'école de transition et tout ça. Genre, on a commencé à un peu plus dire, ok, en fait, il y a différents types de gens qui existent. Breaking news. Et en fait, ça peut être cool de pas être... Tout à fait comme si tu veux être comme tout le monde, tu peux être comme tout le monde, genre, y a pas de souci, mais genre, ça peut aussi être stylé qu'il y ait plusieurs types de personnes qui existent, en fait. Ça peut être fun d'expérimenter avec des trucs qui me plaisent à moi. Et il faut savoir que tu vas être moche pendant quelques années. Les moments de transition, ils sont pas forcément bons. Si c'est pas moche,
toute façon, il y a un truc qui sera moche, que ce soit mais après, toi on s'en fout, tu sais. Ton style. Ouais, mais t'as 17 ans, t'as de l'acné, t'as des bagues, tes cheveux, ils sont dégueulasses, et puis bon, bah, le style, c'est pas encore tout à fait ça, mais bon, c'est une exploration perpétuelle, ça ne s'arrête jamais d'évoluer, et c'est pas grave. Mais j'ai un peu envie de dire qu'il y a l'idée que genre, tu dois absolument te conformer, et que t'essayes vraiment beaucoup, mais que genre, c'est limité par ce que tes parents te permettent de faire. Genre, moi, j'ai pas eu le droit de me maquiller jusqu'à genre, je sais pas, mes 15-16 ans. 16 ans. Voilà. Les filles de ma classe, elles avaient du mascara, du fond de teint et du rouge à lèvres. Enfin, 12 ans. Voilà. 12-13 ans. Voilà. Et genre, du coup, c'était pas très conforme. Que genre, je sais pas, tes parents, ils veulent pas que tu portes... Ma mère, elle voulait pas que je porte des leggings comme des pantalons. Alors que c'était la mode. Et du coup, j'étais foutue dès le départ. Les questions de budget, c'est cher, les vêtements. Ça change tous les ans. Genre, et que même si... Je sais pas, j'ai pas eu les habits à la mode, mais je suis prête à parier que genre si j'avais eu les habits à la mode, j'aurais quand même été chelou et ça n'aurait absolument rien changé. Enfin, les gens ils savent que t'es chelou pas parce que t'as pas les bons vêtements. Ça c'est juste un truc supplémentaire qui vont faire qu'ils vont pouvoir. C'est comment tu parles, c'est tout. Enfin, le fait que t'as pas les bonnes chaussures, c'est un motif supplémentaire qui fait que sur un malentendu on va te harceler ou pas sur un malentendu, mais en aucun cas ça les empêche de voir que t'es pas normal. Après, je pense que ça aide parce que je connais des gens qui sont aussi autistes et qui ont un style beaucoup plus standard. Et les gens les trouvaient plus genre juste quirky, rigolo. Et donc, il y avait un peu ce truc, ils étaient pas forcément dans le groupe à fond et tout, mais ils se fondaient plus dans la masse et du coup, c'était moins dérangeant. Après, c'est peut-être aussi un truc de caractère, de gens qui sont plus remarqués que d'autres. Après, j'ai pas l'impression qu'on se faisait particulièrement remarquer. Non. Mais ouais, je pense que ça peut quand même un peu être un facteur. Ouais, mais c'est pas genre... Ça nous aurait pas sauvés. Non, clairement pas. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au maquillage et aux autorisations et tout ça. À l'adolescence, il y a pas mal de gens qui commencent à prendre plus en autonomie et à faire des activités qui n'étaient pas possibles avant, enfin sans supervision des parents. Ça peut être des trucs débiles, genre aller au cinéma, pour les filles surtout, aller faire du shopping, genre juste aller faire un petit tour dans les magasins, ce genre de choses. Et c'est important, genre ça change un peu comment tu interagis avec les autres, t'arrêtes un peu de dépendre de tes parents, tu commences à être plus avec tes pères. Et du coup, en tout cas, moi, j'étais mise à l'écart de ce genre de trucs. Les sorties, on va au cinéma, toute la classe n'était pas invitée, un grand classique, ce genre de choses. Et en fait, ça fait que toi, tu vas pas avoir une vie sociale comme les autres. La prise d'autonomie, elle va être plus compliquée parce que t'as pas de potes avec qui faire ces trucs-là. Et du coup, je trouve que c'est une période où ça va beaucoup creuser les écarts, ce genre de choses où tu vas particulièrement ressentir la différence. C'est ça. Et aussi, il y a le fait que, je sais pas, mais on t'invite pas. Mais des fois, mais ça peut arriver. Moi, on m'a invité des fois. Et que, en fait, on m'invite à un truc qui m'intéresse pas. J'en ai rien à foutre d'aller faire du shopping et regarder les lip gloss, je m'en fous. Et que t'as le choix entre y aller pour faire genre d'avoir des interactions sociales avec des gens qui sont pas tes amis, mais que tu sois inclus dans le groupe social, et aller donc dans un magasin plein de bruit, plein de lumière, faire une activité qui te plaît pas pour essayer un truc que de toute façon tu peux pas acheter, t'as pas le droit de mettre du lip gloss, et en plus le lip gloss ça colle sur les lèvres, c'est Satan. Voilà. Genre, t'as le choix entre ça, ou dire non, mais du coup on te reproposera pas la prochaine fois, tu seras pas inclus dans le groupe social, et du coup tu seras tout seul. Et c'est vraiment un truc un peu... un mécanisme qui est difficile à gérer entre prendre sur toi, masquer, essayer d'avoir l'air normal et en fait être en PLS tout l'après-midi pendant l'activité et au final rentrer chez toi et être juste fatigué et pas du tout satisfait de ce qui s'est passé, ou rentrer chez toi directement et te sentir seul. Aucune des deux solutions est bien pour ta santé mentale. Mais je pense qu'on a tous un peu vécu ce truc où on s'est fait des potes aux alentours de 15-16 ans et en fait à 20 ans on a tous fait mais toi aussi, t'es en train de te faire diagnostiquer. Classique. Non et genre, en fait, on n'est pas devenus potes. Enfin, si, on est devenus potes grâce à ça, mais on le savait pas à l'époque. Et juste, on s'est dit, mais toi, tu fonctionnes comme moi et je t'aime bien et je me sens pas mal à l'aise avec toi. Et 5 ans plus tard, vous découvrez tous qu'il y a une très bonne raison et on chill ensemble. Et on est refait. Ça change des vies d'être pote avec d'autres autistes. C'est vachement plus tu te sens satisfaisant. Tu te sens enfin à ta place. Enfin, moi, j'ai vraiment ça où... Aujourd'hui, là, avec mes entourages proches, juste, je les kiffe tous et c'est trop trop bien. J'ai jamais eu ça avant, j'ai pas gardé d'amitié depuis ma petite enfance. Aucune. Enfin, j'ai tout découvert comme des amitiés profondes plus tard, quoi. Et c'est trop bien. Mais en fait, t'as moins besoin de passer de temps à te demander « Attends, comment je suis censée me comporter ?»
Et juste, tu peux être un peu toi-même et puis développer ta propre personnalité et puis tu te sens beaucoup moins jugé. Et même quand on a un fonctionnement autistique différent des autres autistes, enfin genre il y a plein de manifestations différentes et du coup, même si on fonctionne pas tous pareil, il y a juste des gens qui ont d'autres particularités et juste on trouve ça marrant entre nous. Ouais, de ouf. Même si nous on les partage pas, il y a pas de jugement de ah mais t'es trop bizarre ou alors t'es trop bizarre et genre justement, c'est marrant, tu vois, c'est positif. Ne pas se sentir négativement bizarre, c'est trop bien. Oui, genre en fait le fait que les autres te trouvent bizarre, genre c'est un point positif un peu. Ouais, carrément. Et genre tu peux dire je faisais des collections de cailloux à la récré et les gens ils rigolent. Voilà. Non, on n'a pas rigolé. Et c'est bon. En même temps ça a l'air fun. Si on résume un petit peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que le fonctionnement de l'école obligatoire est fondamentalement pas adapté à la plupart des gens, j'allais dire. Alors, il y a aux gens neurodivergents, mais aussi, en fait, si on y réfléchit, les allophones... Il n'est pas adapté aux enfants. Ouais, les enfants. En fait, il n'est pas adapté à l'individu du tout. C'est fait pour la masse et c'est industriel, comme tu disais. Oui. Il y a des objectifs et t'es un raté si t'en as pas un, alors que sur tous les autres, t'es parfait. Oui, mais en fait, justement, j'ai l'impression que ça concerne pas justement que les autistes ou les gens neurodivergents. Ça peut aussi toucher les gens allophones, les gens qui ont des problèmes familiaux, les gens qui ont toutes sortes de handicaps, mentaux, les gens qui viennent de classes moins favorisées. Et en fait, si tu regardes, la plupart des gens, ils ont au moins une de ces caractéristiques. Quoi. Ah ouais, de ouf. C'est rare d'avoir un enfant qui est le petit enfant sage, équilibré, de classe moyenne supérieure. Ça correspond à assez peu de profils. Comment il a l'air chiant, celui-là. L'école est pas faite d'une manière qui lui permette d'appréhender le fait que les gens soient différents. Et les gens sont différents. Du coup, ça marche pour personne. Parce que ça, c'est aussi un truc que j'entends souvent quand je parle de problèmes qu'on a quand on est autiste. Les gens me disent « Ouais, mais ça, c'est pour tout le monde, c'est pas juste les autistes. » Je ne vois pas en quoi ça invalide mon propos. Bien au contraire. Si l'école si tout le monde a ce problème avec l'école... Pourquoi ça change pas ? Voilà. Si c'était un problème pour 10% de la population, ce serait déjà une bonne raison de le changer. Mais si en plus, c'est tout le monde... Non, ça n'a aucun sens. Voilà, cet argument de « Oui, non, mais ça, c'est tout le monde. Tu es juste un rageux, Thierry. » Qui n'a pas d'argument, du coup. Voilà. Changeons l'école, s'il vous plaît. Mais, quand tu es autiste, il y a énormément de situations, entre guillemets, trigger, genre d'être dans les relations sociales, dans le fonctionnement, la communication, la manière de réfléchir, les besoins tels que stime, bouger, exprimer physiquement les émotions, ce genre de choses. Tout ça, c'est pas du tout... bien vu, il y a assez peu de, entre guillemets, protection, c'est mal vu par tout le monde, élèves et profs, et il y a assez peu de ressources pour toi, les ressources quand tu es diagnostiqué sont mauvaises, mais quand t'es pas diagnostiqué, c'est toi et toi-même, tu te débrouilles, c'est toi le problème, tu le règles, voilà. Et je pense que du coup, on intériorise tous pas mal de culpabilité de pas être normal. Et je pense qu'on va pas se mentir, ça crée des adultes anxieux avec une mauvaise estime d'eux-mêmes, un peu désolés d'exister, anxieux sociaux et isolés. Et après, ils croisent un groupe d'autres autistes et ils font tous un pack comme ça, ils font tous un câlin type pingouin, et après ça va mieux, ils sont un peu moins anxieux et un peu moins désolés d'exister. Conclusion, soyez des pingouins. Merci beaucoup. Au revoir.